Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu Archives des étoiles. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un pulpéré des étoiles pas aussi long que les autres. Mais ce soir, un invité qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Plus près des étoiles ce soir avec le docteur Mario Beauregard. Bonsoir docteur Mario Beauregard. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris? Oui, pour donner une conférence à la Sorbonne. À la Sorbonne, haut lieu de culture et de connaissances. Tout à fait, oui. C'est la première fois que vous êtes à Paris? Je suis déjà passé à Paris, mais très rapidement. Donc, c'est la première fois que je fais un séjour un petit peu plus prolongé. À votre accent, nous aurons bien compris, enfin celles et ceux qui nous écoutent, que vous êtes... Que je suis un Québécois. Un Québécois? Canadien. Oui. J'ai eu connaissance de votre venue à Paris par l'ami commun que nous avons, Gilles Bédard. Oui. Mais peut-être, avant de commencer cette émission avec vous, vous présenter. Vous êtes médecin, vous êtes docteur, je vous laisse vous présenter. Je suis en fait un neurobiologiste attaché au département de neurosciences de l'Université de Montréal. Je suis à l'Université de Montréal depuis 1996. Auparavant, j'avais fait une formation d'abord en psychologie et ensuite en neurosciences dans cette même université. Puis j'ai été me former, j'ai fait ce qu'on appelle un post-doctorat, une spécialisation à l'Université du Texas, à Houston, pendant quelques années, pour revenir par la suite à l'Institut neurologique de Montréal, qui est affilié à l'Université McGill, et finalement entrer en poste à l'Université de Montréal comme chercheur autonome. Vous savez, non, vous ne le savez pas, vous n'écoutez pas la radio via Internet. Non, malheureusement non. Maintenant, vous saurez que vous pouvez l'écouter. Je suis toujours curieux de connaître l'enfance de mes invités. Comment elle s'est passée? Dans quelle région vous êtes né? Je suis né dans une région du Québec qui s'appelle les Cantons de l'Est. C'est situé à environ 100 km au sud-est de Montréal. C'est près de la frontière avec le Vermont, l'État américain, là. Et puis c'est une région, c'est la campagne finalement. Donc mes parents étaient ce qu'on appelle des cultivateurs, nous, au Québec. Donc des gens qui faisaient d'agriculture et puis qui élevaient des animaux, des porcs, des vaches, etc. Donc j'ai grandi au milieu des champs, des forêts, des animaux. Et ça me donnait beaucoup de temps pour réfléchir déjà à l'âge de 8 ans. J'étais déjà fasciné par la question des rapports entre l'esprit, le cerveau, l'âme et toutes ces choses-là. Et j'avais une conviction intime, une espèce de vision déjà, aussi jeune, que pour moi, le principe, si on veut, l'essence de l'être humain, ce qu'on peut appeler l'âme, en termes religieux. 8 ans? Oui, à 8 ans. C'était associé, évidemment, au cerveau, mais ce n'était pas créé par le cerveau. Ça utilisait le cerveau. Puis dans mon langage d'enfant, je me suis dit, je vais devenir plus tard un savant, puis je vais pouvoir démontrer ça avec les outils des neurosciences. Et puis c'est ce qui m'a finalement guidé, motivé tout au long de mes études. Vous en parliez à vos parents? Un petit peu, mais mes parents étaient catholiques romains, mais c'était pas du tout des mystiques, là. Donc alors eux, il y avait un petit peu de difficulté à comprendre comment un enfant aussi jeune pouvait s'intéresser à ce genre de questions-là. Ça me paraît quand même c'est rare. Vous avez dû vivre une expérience. J'ai vécu plusieurs expériences. Ah voilà, parce qu'on n'a pas discuté. Moi, je ne vous connais que par Gilles. Oui. Je savais que vous étiez à Martigues l'année dernière au mois de juin. Oui. Mais qu'avez-vous vécu? Vous savez, nous avons le temps là. Oui.
En fait, j'ai vécu durant l'enfance, mais aussi pendant l'adolescence, puis même en étant jeune adulte, plusieurs expériences de type spirituel, des expériences qu'on pourrait qualifier en termes techniques là, de conscience cosmique. C'est des expériences où le sentiment d'individualité, le petit moi s'évanouit, disparaît, et finalement, tu fusionnes avec avec le grand tout de l'univers. Tu deviens un avec tout ce qui est, tout ce qui existe. Et là, tu réalises ou tu ressens que finalement, tout ce qui existe en termes de tous tes congénères, tous les êtres humains, le règne animal, végétal, etc., tout ça fait partie d'un tout, d'une unité. Et ultimement, tu es cela. Et à quel âge cette première expérience? En avez-vous le souvenir? Ce genre d'expérience-là, 13 ans. Ouais. Et ça s'est répété. Mais il y a eu un événement particulier qui a déclenché cela? Non, pas la première fois, non, pas du tout. Non, c'est comme si j'étais venu au monde en contact finalement très étroit avec le monde spirituel, si on veut. J'ai toujours été comme ça. Mais aussi, j'étais très intéressé par la science. Donc, et puis je suis devenu un neuroscientifique, mais je suis un neuroscientifique mystique, si vous voulez. J'ai les deux versants, ce qui n'a pas toujours été facile à gérer. Ben oui, j'imagine. Dans mon milieu. Parce que dans les neurosciences contemporaines, ben, le dogme central, c'est que la conscience humaine, l'esprit, l'âme, tout ça, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça peut se réduire complètement à des processus électriques, chimiques dans le cerveau. Donc, alors c'est vraiment pas une position confortable pour un scientifique. Oui. Dans le monde actuel. Vous l'avez dit sur d'autres antennes, sur d'autres chaînes de radio, de télévision. Est-ce que les animateurs se sont intéressés au petit garçon que vous étiez? Oui, parce que tout le monde veut savoir d'où ça origine, le genre de travail, d'études que je fais maintenant en neurosciences, parce que je suis en train de développer avec quelques autres collègues dans le monde un secteur des neurosciences que maintenant j'appelle neurosciences plus spirituelles, par opposition aux neurosciences cognitives ou aux neurosciences affectives. Et la question revient souvent du côté des journalistes. Oui, ils veulent savoir pourquoi. Et je viens de terminer l'écriture d'un livre qui s'appelle The Spiritual Brain, le cerveau spirituel. Ça va être publié très bientôt, au début septembre, chez HarperCollins aux États-Unis. Aurons-nous la chance de pouvoir lire ce livre en français? Ben, présentement, il y a quelques maisons d'édition ici à Paris là, qui seraient intéressées. Vous allez demander un coup de main à Johnston, aux presses de la Renaissance? Possiblement, oui. Mais il faut vraiment que ça soit traduit en français. Mais dans le livre, l'éditeur américain m'a demandé à la toute fin du livre d'expliquer un peu pourquoi, de faire référence un peu à mes expériences personnelles pour que les gens comprennent comment on peut arriver à être un neuroscientifique très rigoureux, qui utilise la méthode expérimentale et tout ça, mais qui en même temps a un côté très, très spirituel. Donc, j'ai fait allusion brièvement dans ce livre-là à une expérience marquante en particulier. Là. Donc, maintenant, les gens vont savoir. Et je vais être sur la liste noire de mes collègues partout dans le monde entier. En avant-première du livre, cette expérience, quelle est-elle? C'est une des expériences de conscience cosmique dont je parlais plus tôt. Mais c'est une expérience, celle-là, qui a été vécue à l'âge adulte. J'ai vécu une période très difficile, une période de maladie qui a duré de 19 à 31 ans, sur une douzaine d'années. J'avais toutes sortes de symptômes, donc j'étais un peu comme un cancéreux en phase terminale à l'âge de 19 ans, puis j'ai été investigué par nombreux médecins, tout ça, ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Mais à travers cette épreuve-là, parce que j'ai passé, par exemple, une année allongé dans un lit à pouvoir rien faire, j'avais plus d'énergie, tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles, dont une qui finalement a sauvé ma vie, parce que je n'étais même plus capable de marcher à ce moment-là. J'avais plus du tout d'énergie. J'étais comme quelqu'un qui est mourant finalement, moribond. Et une expérience de conscience cosmique comme ça
me fait prendre conscience que je n'étais pas ce à quoi je pouvais m'identifier en termes de petit moi, si on veut, mais que j'étais uni à quelque chose d'infiniment plus grand. Et ça a été un point tournant pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de me rétablir même physiquement et psychologiquement de cette expérience-là, puis de guérir finalement au bout de quelques années. Et ça, c'est aussi une expérience évidemment qui a influencé beaucoup le genre de recherche que j'ai pu faire par la suite en tant que scientifique. Mais quelles sont les rencontres qui ont été les vôtres? Dans l'autre dimension, vous parlez d'autre dimension. Ah oui, il y a eu comme une ouverture psychique qui s'est produite et là j'ai rencontré des entités spirituelles, par exemple, beaucoup au niveau des rêves, mais même en état d'éveil, par exemple, c'est comme si les capacités psychiques devenaient extrêmement bien n'aiguisées. J'ai rencontré des archétypes au niveau des rêves connus par l'humanité, mais aussi des personnages religieux, la Vierge Marie, par exemple, Jésus, etc., des êtres de lumière, des entités aussi qui se présentaient comme provenant de civilisations extraterrestres, etc. Et ces entités-là me fournissaient des informations, puis m'aidaient dans mon processus de transformation. Et ça m'a aidé beaucoup, finalement, à me rétablir sur le plan physique, le plan psychologique. Et ça a orienté les recherches que j'ai faites par la suite. Est-ce que votre nom de famille, vous avez pensé à, comment pourrais-je dire, à une reliance entre le nom Beauregard et les visions qui ont été les vôtres? Non, pas du tout. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Jamais? Non. Mais Mario, c'est pas vraiment canadien, le prénom. C'est italien. C'est italien? Mais à l'époque où je suis né, en 62, au Québec, c'était un prénom extrêmement courant. C'était très populaire. Alors, c'est pour ça que mes parents me l'ont donné. Donc les études, vous en avez aussi parlé à vos parents. Vous leur avez dit, écoute papa, écoute maman, voilà, j'ai des rencontres, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais j'aimerais faire cela ou... Oui, je leur en ai parlé, mais il y avait même des phénomènes physiques qui se produisaient autour de moi. Donc, je me rappelle de quelqu'un, par exemple, qui m'avait donné une pierre précieuse, une améthyste, et on a vu l'améthyste, par exemple, se dématérialiser sous mes yeux. Et mes parents ont été témoins de plusieurs événements. Donc, c'était vraiment comme... j'ai perçu ça, finalement, au fil des années, comme étant une espèce de processus initiatique, une espèce d'initiation, de transformation, qui m'a beaucoup changé, finalement, et puis qui m'a amené à une conception du monde, évidemment, très différente de la plupart de mes collègues scientifiques. Je comprends maintenant quand vous dites je vais me retrouver en liste noire. Oui. Mais êtes-vous quand même rationaliste? Ah, tout à fait, oui. Dans tout ça, il faut jamais... Parce que je pense, pardonnez-moi, je vous interromps, Oui. à celles et ceux qui nous écoutent, qui vont se dire, mais où a-t-il été déniché cet homme encore un allumé est-il un extraterrestre? D'où vient-il? Mais Oui. vous imaginez quand même. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau sur le plan professionnel, par exemple, au niveau de la carrière que je mène en recherche, en neurobiologie, je fais des études qui sont très, très réputées dans le monde entier. J'ai une excellente réputation. Ma carrière est à ce niveau-là, on pourrait dire irréprochable, au sens où j'utilise les mêmes outils que tous mes collègues, c'est-à-dire évidemment la raison, l'observation, l'approche empirique, une démarche rationaliste aussi. Je fais beaucoup de recherches au niveau si on veut, des bases neurobiologiques impliquées dans la conscience, les émotions. Ça, je fais ça depuis une dizaine d'années. Vous êtes financé par qui? Je sais, mais vous êtes financé. Oui, par le Fonds de recherche en santé du Québec, par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, les instituts de recherche en santé du Canada, donc des organismes publics très, très reconnus. Et le genre de recherche qu'on fait dans mon laboratoire, c'est impeccable là, sur le plan expérimental, puis c'est très bien perçu aussi au niveau théorique. Donc,
j'ai pas de problème à ce niveau-là par rapport à mon milieu. Oui. Les problèmes Oui. viennent uniquement si on commence à parler de choses un peu plus personnelles. Oui. Et là, c'est là que là on va me regarder, mais on va dire ouais, mais c'est pas sérieux, là. C'est pas vrai. Pourquoi tu t'inventes des choses et tout ça. Mais je me rends compte au fil des années aussi que lorsque tu entres en dialogue avec d'autres scientifiques, par exemple, et que bon, pas dans un contexte public, mais plus dans une situation plus intime, par exemple, un à un ou avec quelques amis, tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup plus d'ouverture de la part des scientifiques qu'on pourrait bien le croire. Ce qui arrive, c'est que, en fait, il y a de nombreux scientifiques de par le monde qui sont ouverts à toutes ces questions-là, qui ont même eu certaines expériences personnelles, mais parce qu'ils ont peur des représailles, Oui, parce que la doctrine matérialiste, réductionniste, mécaniste est toujours omniprésente au niveau scientifique, ils vont pas en parler publiquement parce qu'ils ont peur donc d'être étiquetés de façon négative par leurs collègues. Oui. Ils ont peur de perdre leur subvention de recherche. Ils ont peur de ce que les autres pensent finalement. Donc, ils sont pris dans ce dilemme-là. Mais souvent, par exemple, ils vont me dire tu fais très bien, tu es courageux, continue, parce que tu es en train de déblayer des nouvelles avenues finalement. Puis on a besoin de pionniers comme toi. Docteur Mario Beauregard, mais ce que vous dites là, vous imaginez, est-ce que vous en avez conscience? Ah, tout à fait. Oui. Est-ce que il y a un peu plus d'ouverture au Canada qu'en France? Parce qu'en France, si l'Inquisition existait, vous seriez sur un bûcher. Hein. Oui, je sais. Je dirais que au Canada et en particulier au Québec, dans la culture canadienne-française, oui, il y a plus d'ouverture par rapport à ces choses-là. Donc, quand j'ai, par exemple, décidé il y a quelques années de faire un projet de recherche sur la neurobiologie de l'expérience mystique chez des carmélites contemplatives, c'est sûr que ça a suscité certaines réactions de la part de collègues, là, des réactions un petit peu négatives, mais les comités de recherche au niveau de l'université ne m'ont jamais empêché de réaliser ces projets-là. Vous avez pu vivre avec des carmélites? Non, je n'ai pas pu vivre avec les carmélites, mais j'ai réussi à convaincre les carmélites de sortir de leur couvent pendant quelques heures pour venir participer à une expérience, donc pour être scanographiés avec un appareil de résonance magnétique et également un appareil d'électroencéphalographie pour voir ce qui se passait dans leur cerveau au moment où elles disent être en état d'union avec Dieu. Cela voudrait dire que le cerveau est en interconnexion avec l'âme? Ça, c'est au sens chrétien du terme. Hein. Oui, exact. C'est bon, selon leur système de croyance à elles, les carmélites, c'est ce qu'ils nous disent. Mais si on parle à la majorité de mes collègues, par exemple en neurosciences, ce qu'ils vont répondre, c'est que tout simplement, on voit des processus électriques, chimiques dans le cerveau durant ces états-là, mais ce sont uniquement des corrélats et on n'a aucune façon, aucun moyen de démontrer que lorsqu'elles disent être en état d'union avec Dieu, il se pourrait que ce soit purement de l'imagination ou une illusion, une simulation. Oui. La thèse de l'illusion ou de la pseudo-hallucination revient souvent parce que on sait qu'il y a des patients qui souffrent d'épilepsie au niveau du lobe temporal, donc partie latérale du cerveau, au niveau des tempes. On sait que parfois, lorsqu'il y a des crises qui se déclenchent dans cette région-là du cerveau, certains patients vont rapporter avoir l'impression de contacter une autre réalité, d'avoir une expérience religieuse, spirituelle. Mais c'est exceptionnel, c'est très rare. Mais sur cette base-là, il y a plusieurs neurologues qui ont proposé, il y a une trentaine d'années, que ces expériences-là, religieuses, spirituelles, mystiques, sont toutes le produit de décharges électriques anormales au niveau du lobe temporal. Donc, alors nous, on a voulu vérifier cette hypothèse-là. Donc, et ce qu'on a observé, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on a observé des activités non pas pathologiques, mais des activités, par exemple, au niveau électrique qui étaient normales et qui étaient distribuées
à différents endroits dans le cerveau. Donc, pas uniquement au niveau du lobe temporal, Oui. mais également au niveau de la partie frontale du cerveau. Mais à un moment donné, à un moment particulier, quel est l'état de la personne, donc Oui. de cette carmélite ou de ces carmélites? Oui. Sont-elles en prière, en méditation? Quel mot est le plus approprié? Elles utilisent le terme oraison. Oui. Donc, elles se mettent en état d'oraison. Oui. Et au bout d'un certain nombre de minutes, l'expérience se faisait dans un environnement particulier. Donc, elles étaient dans une pièce complètement isolée, seules dans la pénombre. Et au bout d'un certain moment, elles nous ont signalé qu'elles étaient en train d'entrer dans un état d'union avec Dieu. Et donc là, nous, on a pu, par exemple, identifier Et vous leur aviez posé des appareillages? Oui, il y avait deux types d'appareils. Oui. Soit un appareil d'électroencéphalographie dans une des deux études. Ça mesure l'activité électrique dans le cerveau. Les ondes alpha, etc. C'est oui. ça, tous les types d'ondes. Oui. Et puis l'autre appareil, c'est un scanographe, un appareil de résonance magnétique nucléaire fonctionnelle, où là, elles étaient allongées à l'intérieur de l'appareil. Justement, le cerveau de l'être humain, il m'a semblé voir, en préparant cette émission, Maître Deschimaru, Oui. les ondes cérébrales d'un homme en état de méditation profonde. Oui. Vous pouvez développer, je vous en prie. Oui, il y a des études qui ont été faites au niveau de la tradition bouddhiste. Des ondes pratiquement plates ou zen. Oui. Oui, c'est des ondes qui sont très lentes, des ondes qu'on appelle θ. Les ondes θ, c'est des ondes qui ont une fréquence de 4 à 7 cycles par seconde environ. Et c'est des ondes qu'on voit dans la phase d'endormissement. Beaucoup, donc dans un état qu'on appelle hypnagogique, mais on voit ces ondes-là également, donc dans des états méditatifs très profonds, donc dans le zen en particulier. Alors ça, on a vu ça chez les carmélites dans différentes régions du cerveau, mais on a vu des ondes encore plus lentes qu'on appelle les ondes delta. Les ondes delta, c'est des ondes dont la fréquence varie entre 1,5 Hertz et 4 Hertz environ, au cycle par seconde. Alors ça, c'est des ondes qu'on voit habituellement dans le sommeil profond et aussi dans des états comateux. Oui. Donc chez les comateux, on voit ce type d'ondes-là. Mais chez nos carmélites, pendant l'état d'oraison, où elles se sentaient en union avec Dieu, selon leur terminologie, on a vu une prépondérance de ce type d'ondes-là. Et elles n'étaient pas du tout là en état de... Elles n'étaient pas du tout somnolentes. Là. Elles étaient extrêmement lucides et éveillées. Justement, cela peut paraître paradoxal. On peut Oui. penser que le cerveau est en état de fonctionnement cérébral ralenti, Oui. mais non. Mais dans ce cas-là, pas du tout. Pas du tout. Et c'est peut-être le produit de leur entraînement. Parce qu'il faut dire qu'on a examiné une quinzaine de carmélites, puis on a évalué approximativement que elles avaient passé dans leur carrière de carmélite environ 210 000 heures en prière contemplation. Donc, il est possible que le simple fait de s'entraîner à la prière, à la contemplation, peut amener des transformations permanentes au niveau du cerveau, de l'activité cérébrale. Ce serait bien si le monde, l'humanité se mettait à prier, peut-être pas comme les carmélites, mais il y aurait un peu moins de bordel. Enfin, je ne sais pas si le mot est utilisé au Canada. Il y aurait un peu plus de paix. Un peu plus d'amour. Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui sont réalisées, surtout aux États-Unis, qui montrent qu'il y a des liens... Lorsque des personnes se réunissent pour prier. Oui, mais aussi qu'il y a des effets extrêmement bénéfiques pour l'individu qui prie ou qui fait la méditation, contemplation, des effets bénéfiques au niveau psychologique et au niveau physiologique, au niveau du système immunitaire, système endocrinien, etc. Sur le plan psychologique, les individus deviennent à plus long terme, avec leur pratique, plus altruistes. Ils sont capables de plus de compassion, d'empathie, d'amour inconditionnel. Donc, comme vous dites, oui, ça serait très, très bénéfique si les gens se mettaient à pratiquer ce genre de démarche-là. Même, on peut imaginer au niveau des écoles élémentaires, chez des enfants. Je ne sais pas si notre rencontre était programmée, Mario Beauregard. Mais en tout cas, je sais que j'ai en face de moi, on a quelques années de différence, je suis un peu plus âgé que vous, mais si vous saviez comme il y a le bonheur qui vient d'arriver, ici et maintenant, d'avoir devant moi un homme qui dit tout haut
Ce que je n'ai pas osé dire jusqu'à présent. Là, j'en fais une affaire personnelle. Hein. Nous étions programmés pour nous rencontrer, peut-être. Peut-être, oui. Avez-vous pris des substances interdites? Oui, plus tard, je me suis intéressé aux mescaline, LSD, enfin des choses comme ça? Pas de mescaline LSD, mais de la psilocybine là, qu'on trouve au niveau de ce qu'on appelle des champignons là, magiques. De la kétamine également. Aussi du MDMA qu'on appelle de l'ecstasy. Oui, j'ai fait de l'expérimentation à ce niveau-là. Même avec certains des étudiants de mon laboratoire, au malheur, un peu à la Timothée Leary. Parce que ces substances-là peuvent permettre d'atteindre des états extrêmement profonds sur le plan spirituel. Et j'ai été à même de comparer dans ces conditions-là jusqu'où on peut se rendre par opposition à les expériences qui m'étaient arrivées de façon spontanée au cours de ma vie. Vous connaissez bien sûr l'iboga, l'ayahuasca. Oui, ça, j'ai pas. Vous n'y avez pas touché? Non, pas encore, mais on m'a offert je suis en lien avec un anthropologue à l'Université de Montréal qui se rend chaque année en Amazonie et qui travaille avec des chamans. Et les chamans l'ont initié justement pour qu'ils soient mieux à même de comprendre ce qui se passe lorsqu'ils sont dans des états de transe. Ils voyagent là, dans les mondes parallèles. Alors, l'occasion pourra sûrement se présenter. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est très intéressant parce que j'ai étudié la question. J'en parle même un petit peu dans mon livre, là, The Spiritual Brain. On peut définitivement atteindre des expériences spirituelles, transcendantales, très profondes en utilisant ces substances-là. Mais ces expériences-là ne se produiront pas chez tout le monde qui consomme ces substances-là. Donc, c'est comme si, finalement, les expériences ou les substances en question agissent comme un miroir et vont refléter le niveau de conscience où l'individu est rendu dans son cheminement évolutif. Avez-vous entendu parler d'un autre confrère à vous, un médecin, le docteur Jacques Mabit? Non, je ne connais pas. Le centre Takiwazi, au Pérou. Ah, je ne connais pas. Mais il faudrait que je vous mette en relation avec lui. Sûrement, d'ailleurs, oui. il va venir en France prochainement. Ah oui? Mais ces substances que vous avez prises pour expérimentation, avez-vous eu une préparation? Oui, tout à fait. Oui. J'avais lu énormément sur les aspects pharmacologiques, biochimiques. Pendant des années, en fait, je me suis préparé. Et dans ce type d'expérimentation-là, on sait que le contexte est extrêmement important. Le contexte va déterminer en partie la nature de l'expérience. Donc, c'était des expérimentations qui étaient faites dans un contexte très particulier où on se préparait finalement d'une manière spirituelle. On méditait, etc. Et puis, avez-vous le sentiment de transgresser? Non, pas du tout. Non. Pas à titre de chercheur, finalement. Oui. En faisant ça, on se transgresse certaines lois. Oui, je pense à une loi divine, par exemple. Oui, non, par rapport à ça, non. Pas du tout. Non, mais vous savez, les bien-pensants vont dire, mais non, Dieu n'autorise pas à faire les expériences comme vous avez faites, comme si Dieu décidait de quoi que ce soit. Dans ma conception à moi, avec les expériences que j'ai faites depuis l'enfance, j'ai une conception bien différente de Dieu, parce que Dieu, pour moi, dit toujours oui, parce que nous faisons partie de ça, et ça vit en nous. Et Dieu, finalement, accepte toujours les directions que prennent, par exemple, les êtres humains. Donc, vous êtes, avec le libre arbitre qu'on a, on peut toujours décider d'agir de façon bénéfique, par exemple, pour nos congénères, mais on peut aussi poser des gestes qui vont avoir des conséquences plus négatives. Et Dieu n'empêche pas ce genre de choses-là. L'histoire de l'humanité nous le démontre bien. Dieu n'a jamais rien interdit. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que les gens qui ont cette conception-là, finalement, font de l'anthropomorphisation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils réduisent Dieu à des attributs bien humains. Façon de se justifier. Mais Dieu est infiniment plus grand que ça. On va loin, là. Vous allez loin. Oui.
Oui, mais tout ça, c'est là, je parle en termes d'être humain. Oui, oui. Qui a eu certaines expériences spirituelles. Évidemment, je ne parle pas en termes de scientifiques parce que ça, c'est des questions qui dépassent infiniment les sciences. Mais les expériences que j'ai eues m'ont amené à une certaine conception, évidemment, de ce qu'on appelle Dieu. Mais vous pouvez prolonger, hein? Oui. Vous pouvez expliquer. Oui. Vraiment, je suis tout oui. Oui. Votre conception de Dieu. Ben, dans ma conception, il y a une partie de Dieu qui est immanente, c'est-à-dire que Dieu existe en tout ce qui vit, tout ce qui existe. Je parlais tout à l'heure des règnes, le végétal, l'animal, le minéral, l'humain. Donc ça, si on veut, c'est une conception un petit peu panthéiste. Et nous, on fait partie de ça. Il y a comme, si vous voulez, c'est comme une espèce de matrice primordiale qui existe et qui est à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Il y a aussi un aspect transcendant pour moi. Donc, il y a la divinité qui existe aussi à l'extérieur de la création, donc de l'univers. Autrement dit, si mon voisin commet des abominations, je n'ai aucune raison de lui dire ce que tu fais n'est pas bien, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Non, parce que le voisin et Dieu aussi Oui. fait partie de ça. Donc, c'est à travers ce voisin-là, la source, ou l'absolu, Dieu, expérimente quelque chose. Et à travers tous les êtres humains, à travers l'humanité, ben, cette source qui est à l'origine de tout, expérimente toutes sortes de choses. Juste une question un peu à râler pâquerette. Vous entendez souvent, comme moi, des hommes et des femmes dire mais si Dieu existait, il ne permettrait pas toutes les abominations qui se passent. Comme si Dieu encore y était pour quelque chose. Mais bon, je vous laisse... Oui, si le Dieu de l'Ancien Testament existait, oui, par exemple. Mais c'est de toute évidence que notre conception de Dieu est erronée. Que se passe-t-il dans la tête des mystiques? Dans le cerveau? Dans le cerveau, oui, dans le cerveau. Dans le cerveau, si on regarde au niveau électrique, par exemple, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un ralentissement important de l'activité cérébrale. Donc, on voit beaucoup d'ondes lentes. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à notre projet de recherche avec les Carmélites, on a amorcé un autre projet de recherche, celui-là avec des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et c'est des gens qui, pas n'importe quelle personne qui a vécu l'expérience de mort imminente, mais les gens qui se sont rendus jusqu'à la composante de la lumière ou l'être de lumière. Parce que dans l'expérience de mort imminente, il y a plusieurs aspects. Par exemple, la sortie hors du corps, l'inspection de l'environnement immédiat, souvent, etc. Le voyage le long d'un tunnel, la rencontre avec des parents ou amis décédés, etc. Mais les recherches dans ce domaine-là montrent que la composante qui est la plus centrale au niveau de la transformation psychospirituelle de ces individus-là, des expérienceurs à plus long terme, c'est cette rencontre-là avec la lumière ou l'être de lumière. Alors nous, on étudie des gens qui se sont rendus jusque-là dans leur expérience et qui ont été transformés par ça et qui nous disent être restés en contact permanent avec la lumière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les mêmes deux techniques d'imagerie, l'électroencéphalographie et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et on demande à nos expérienceurs tout simplement de se remettre en contact, en état d'union avec la lumière. Et de cette façon-là, on va pouvoir comparer avec ce qu'on a observé chez nos carmélites. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que le projet est en train d'être terminé. On n'a pas l'ensemble des résultats. On a par contre des résultats préliminaires qu'on avait cueillis chez 5-6 expérienceurs. Et comme chez les carmélites en état d'oraison, on voit chez ces gens-là une prépondérance d'ondes lentes, mais ces ondes lentes-là, delta et theta, sont présentes même lorsque l'individu est à l'état de repos. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'entrer dans un état méditatif. Vous voulez dire, pardonnez-moi, parce que c'est un point sur lequel je me dispute, entre guillemets, avec certains médecins, pour avoir vécu personnellement 2 expériences de mort imminente, et puis d'autres choses que je dirai peut-être un jour, j'en sais rien, j'en suis pas là. Il me semble qu'il est plus important d'entendre ceux qui ont vécu, pouvoir parler enfin officiellement, mais vous voulez dire que
en état de prière ou de méditation, on peut accéder aux mêmes univers qu'en ayant un accident de voiture, être dans un bloc opératoire. J'ai posé la question il n'y a pas très longtemps au docteur Jean-Pierre Jourdan, au docteur Jean-Jacques Charbonnier, que vous connaissez. J'ai reçu également Melvin Morse dans cette émission, Raymond Moody et beaucoup d'autres. Mais il me semble qu'il y a déjà tellement de difficultés, excusez, ma question est un peu longue, il me semble qu'il y a tellement de difficultés à faire comprendre et à passer ce message de ce que des hommes et des femmes ont vécu, tunnel ou pas tunnel, lumière ou pas lumière, entité ou pas entité, qu'avant d'aller aussi loin, il serait important déjà de bien fixer les bases. Oui. Il y a des différences importantes. Si les individus vivent une expérience de mort imminente dans un état de mort clinique, par exemple en état d'arrêt cardiaque, on sait que lorsque le cœur stoppe, l'irrigation sanguine au cerveau s'arrête au bout de 10 à 15 secondes environ. Et là, l'EEG devient plat au niveau cérébral. Donc, le cerveau ne fonctionne plus. Vous m'intéressez de plus en plus. Avez-vous les mêmes définitions sur la mort par rapport à la France? Électroencéphalogramme plat, les gaz du sang, comment au Canada? On utilise exactement les mêmes critères. Oui, tout à fait. Alors ça, si un individu est dans cet état-là et que le cerveau ne fonctionne plus, il y a un cas très intéressant qui a été répertorié il y a une quinzaine d'années, celui d'une dame qui s'appelle Pam Reynolds aux États-Unis. Alors, elle a été opérée pour un anévrisme, là, donc c'est un ballon finalement, un vaisseau sanguin qui menaçait d'éclater à tout moment. Et l'anévrisme était situé à la base du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie du cerveau qui contrôle la respiration, le rythme cardiaque, etc. Donc, sa vie était menacée. Et elle a entendu parler d'un neurochirurgien en Arizona, à Phoenix, Dr. Robert Spetzler, qui lui avait développé une intervention chirurgicale qu'on appelle en anglais standstill, c'est-à-dire que dans cette opération-là, on stoppe le cœur, on vide, on draine donc tout le sang au niveau de la tête, et parce qu'il n'y a plus de tension au niveau du système artériel, donc moins de tension au niveau de l'anévrisme, et on peut opérer avec de plus grandes chances de succès. Alors, chez cette dame-là, on a procédé à l'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on monitorait aussi son activité physiologique au niveau du cerveau. Était-elle en état de mort clinique? Oui, donc pendant... Total. Oui, pendant 1 heure, elle était en état de mort clinique. Mais ce qui est fascinant dans son cas, c'est que pendant cette période-là, elle a eu l'impression de sortir de son corps. Elle a vu les instruments chirurgicaux qui étaient utilisés. Elle a pu les décrire de façon très précise. Évidemment, après l'intervention, ça a réussi. Elle a pu aussi noter des échanges entre neurochirurgiens, les infirmières, tous les médecins qui étaient impliqués dans l'intervention. Mais si elle est en état de mort clinique, le cerveau ne peut rien enregistrer. Exactement. La thèse centrale des neurosciences, c'est ça. C'est que le cerveau produit la pensée comme le foie sécrète la bile. Or, ce cas-là est fascinant parce que elle a pu donner des informations qui ont été confirmées par la suite. Comment on sait ça? Parce qu'il y a un livre de bord qui a été tenu. Donc, on sait, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait à la 10e minute de l'intervention, à la 20e minute, 30e minute. Donc, c'est comme ça qu'on a pu confirmer. Pendant son expérience aussi, au bout d'un certain moment, elle a eu l'impression de voyager le long du tunnel. Elle a rencontré de la famille décédée, des parents. Et finalement, elle s'est rendue à l'étape de la lumière, la fameuse lumière. Et elle a réalisé que la lumière était comme, dans ses termes à elle, la respiration de Dieu. Donc, ce qui est à la base de tout ce qui existe dans l'univers. Et ça l'a transformée de façon psychologique, spirituelle, de manière marquée. C'est une musicienne. Et par la suite, elle s'est mise à faire de la musique, mais de façon complètement différente. Saviez-vous que nous avions plus fort que vous en France? Vous ne le connaissez pas, vous ne la savez, vous n'avez jamais entendu parler d'Alexis Ambre. Non. Que j'ai eu dans ce studio. Alexis Ambre, certificat médicaux à l'appui, a été déclaré en état de mort total pendant 3h30. 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 Elle est venue plusieurs fois dans ce studio.
3h30. Je pense qu'il faudrait que vous la rencontriez. Oui, oui, tout à fait. Et puis, dans le cadre des études que je mène maintenant à ce sujet-là, oui, ce serait important. Elle a écrit un livre qui a pour titre « Qui dit que la mort est une fin ?» Faudrait que je vous montre. Oui, oui. Parce que nous aussi, mais quand Alexis vient, nous en sommes tellement loin. Nous sommes tellement loin en France de cette ouverture de conscience. Malheureusement. Donc Pamela Reynolds, oui. Alors donc elle a continué. Oui, et ça c'est fascinant parce que c'est un cas où on a pu documenter qu'il y avait absence d'activité cérébrale. Donc ça, c'est le premier cas documenté comme ça. C'est ce qui se rapproche le plus finalement d'une expérience de laboratoire où là, on plongerait volontairement, par exemple, des individus en état de mort clinique pendant quelques minutes et on mesurerait l'activité cérébrale, puis on pourrait montrer que des gens qui n'ont plus d'activité au niveau du cerveau peuvent être capables de conscience de soi, peuvent être capables d'émotion, de perception, etc. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on doit aller au niveau de la recherche par rapport au EMI. Et à ce sujet-là, je fais partie maintenant d'un consortium international de chercheurs avec d'autres chercheurs très connus dans le monde entier à ce niveau-là, comme Dr. Pim van Lommel en Hollande, Dr. Peter Fenwick en Angleterre et Dr. Sam Parnia, Dr. Bruce Grayson aux États-Unis. Et dans quelques semaines, je m'en vais rencontrer les directeurs de l'Institut Fetzer aux États-Unis. L'Institut Fetzer, c'est une fondation privée qui est très intéressée par ces questions-là. Et on va leur demander de financer un projet international où là, on va investiguer des cas comme Pam Reynolds, mais à beaucoup plus grande échelle. Et on va placer des cibles au niveau de la salle d'opération, puis dans d'autres salles adjacentes dans les hôpitaux. Et les gens qui, durant l'état de mort clinique, donc en état hors corps, devront identifier les cibles. On va voir si c'est possible. Oui. Des cibles qui vont être donc vous allez les mettre dans un état. Oui, c'est des gens qui doivent être opérés de toute façon. D'accord. Oui. Alors, donc ça pose pas de problème. Ce ne sont pas des cobayes, hein? Non, pas du tout. D'accord. Parce que là, ça poserait beaucoup de problèmes. Oui, des problèmes d'éthique. Oui, évidemment. Et ça va être une première tentative à grande échelle dans l'histoire des sciences. Et vous avez trouvé des volontaires? Il y a déjà des centres hospitaliers à différents endroits qui sont intéressés à participer, mais on est en train de mettre tout ça sur pied. Mais cela voudra dire, pardonnez-moi Mario Beauregard, mais cela voudra dire que les personnes qui participeront à cette expérience soient totalement en accord avec... vous allez avoir des difficultés pour les trouver, ces personnes? Oui, vous voulez dire pour accepter de participer à ça? Oui. Je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes parce que c'est des gens qui, de toute façon, doivent passer par une phase d'arrêt cardiaque. Oui. Moi, je pense que les gens vont être intéressés à participer à quelque chose d'aussi extraordinaire et qui pourrait contribuer à répondre à une des grandes questions au niveau philosophique. Est-ce que, finalement, c'est le cerveau qui génère la conscience, l'esprit, ou est-ce que la conscience, l'esprit peuvent exister en dehors, indépendamment du conscience cerveau. Délocalisée. Exactement. Oui. Oui. Que pensez-vous de la thèse du docteur Melvin Morse, La divine connexion? Oui, j'ai lu son livre à ce sujet-là, et puis l'expérience qu'on a menée au niveau des carmélites, ça visait justement à tester cette hypothèse-là, donc d'un point de Dieu localisé au niveau du lobe temporal. Alors, ce on s'est rendu compte finalement, c'est que lorsque les carmélites étaient en état d'union mystique avec Dieu, il y avait de l'activité au niveau du lobe temporal, c'est vrai, mais il y a de l'activité qui se produit à plein d'autres endroits dans le cerveau. Mm-hmm. Par exemple, au niveau du lobe préfrontal, donc la partie la plus antérieure du cerveau. C'est la dernière partie à être apparue dans l'évolution biologique chez les humains. Et c'est à cet endroit-là que tout ce qui touche la conscience de soi est implémenté. Donc, dans l'expérience mystique chez nos carmélites, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des altérations au niveau de la conscience de soi. Donc, elle nous rapportait avoir l'impression d'être absorbée par quelque chose de plus grand qu'elle, par exemple. Il y a des modifications au niveau de ce qu'on appelle le schéma corporel. Donc, c'est la représentation du corps dans l'espace. Il y a de l'imagerie visuelle. Et ça, c'est des fonctions
qui sont associées à des régions autres que le lobe temporal. Donc, on a démontré finalement que la thèse du Dr Morse n'est valide qu'en partie. C'est-à-dire que oui, le lobe temporel est impliqué, mais il y a également d'autres régions impliquées dans ce type d'expérience-là. Mais c'est génial que des médecins, que des chercheurs, que des psychiatres avancent à grands pas, parce que Martigues, ça a quand même été une grande journée en France, et même, je dirais, pour le monde entier. Oui. Merci Sonia Barkala. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, parce que c'est à cet endroit-là que moi, j'ai pu faire la rencontre des grands noms du domaine, des chercheurs dans le domaine, parce que moi, j'étais tout nouveau. Ouais. Et c'est là qu'on a pu établir des contacts, puis décider finalement d'aller plus loin, puis de créer un projet de recherche là, international, justement, le projet dont je vous parlais, qui est maintenant présenté à la Fondation Fetzer aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'ego de chacun de ces chercheurs, de ces médecins, sera suffisamment mis de côté pour qu'il n'y ait pas de guerre intestine, vous voyez, de lutte, je dirais même fratricide? C'est moi qui ai découvert ça, et l'autre, non, il a tort. C'est à cause de ça, d'ailleurs, que nous n'avançons pas trop vite, pas assez vite. Oui. Mais avec les chercheurs que j'ai nommés tout à l'heure, Van Lommel, Parnia, Fenwick, Grayson aux États-Unis, il n'y a pas cette guerre d'ego-là. C'est des gens qui sont vraiment très dédiés à cette cause-là et puis qui ont beaucoup, beaucoup de bonne volonté. Et on a tous des expertises complémentaires, finalement. Il y a des cardiologues, moi je suis en neurobiologie, etc. Donc, on forme une très, très bonne équipe. Interdisciplinaire, voilà. C'est ça, Grayson est psychiatre, et on s'entend très bien, donc, et on est conscient de l'importance de ce projet-là, donc on n'entrevoit pas de problème à ce niveau-là. Que pensez-vous de ce qu'a déclaré il y a plusieurs années Francis Crick, prix Nobel? Oui, dans son livre « L'hypothèse stupéfiante ». Oui. Crick, il représentait très bien ce que la plupart des neuroscientifiques contemporains pensent au sujet des rapports esprit-cerveau. Donc, finalement, vos joies, vos peines, donc toutes les émotions, votre conscience, votre sentiment d'identité, tout ça, c'est le produit d'activités électriques et chimiques dans le cerveau. Mais on peut répondre à ça. C'est-à-dire que tout récemment, je viens de publier un article de revue dans une revue très prestigieuse en neurobiologie qui s'appelle Progress in Neurobiology. Et dans cet article-là, j'ai revu toutes les études d'imagerie qui ont été faites au cours de la dernière décennie par rapport à 3 domaines en particulier. L'effet placebo, la psychothérapie et également l'effet de ce qu'on appelle la régulation consciente volontaire des émotions. L'effet placebo, par exemple. Si ce qu'on appelle l'esprit et la conscience, ça n'existe pas, parce que le placebo est basé sur des attentes, des croyances par rapport à une substance qui est inerte, l'effet placebo ne peut pas produire de réaction dans le cerveau. Or, il y a plusieurs études récentes en imagerie cérébrale qui montrent que la croyance par rapport à une substance, un placebo, produit des changements très, très marqués au niveau du fonctionnement cérébral. Je donne un exemple très, très spectaculaire. C'est une étude qui a été réalisée il y a quelques années au Canada, à Vancouver, par des neurologues. Ils ont travaillé avec des patients avancés qui souffrent de maladie de Parkinson. Donc, dans la maladie de Parkinson, il y a une destruction importante des neurones qui sécrètent un messager chimique qu'on appelle la dopamine. La dopamine est impliquée dans toutes sortes de fonctions, mais également au niveau de ce qu'on appelle le contrôle moteur, donc la motricité. Alors, chez ces patients-là, les neurones à dopamine ont été détruits à peu près 80%. On leur a administré un placebo. Donc, on leur a donné une pilule, puis on leur a fait croire que c'était quelque chose de révolutionnaire, nouveau, et que ça permettrait donc de régénérer certains neurones, puis de produire beaucoup plus de dopamine dans leur cerveau. Mais était-il au courant que c'était un placebo ou il n'avait aucune information? Non, parce que il me semble que là, le protocole doit être irréprochable. Exactement, oui. Il l'était. Alors, ils n'avaient aucune notion de quoi il s'agissait, en fait. Donc, ils croyaient véritablement qu'il s'agissait d'un nouveau médicament révolutionnaire. Alors, chez ces patients-là, qui étaient rendus à un point très avancé de leur maladie, on a vu une augmentation très, très marquée de la production et de la libération de dopamine dans le cerveau.
Et ça a été démontré grâce à une technique d'imagerie qui s'appelle la tomographie par émission de positons. Alors, c'est vraiment fantastique parce que parallèlement donc à cette libération, cette production massive de dopamine dans le cerveau, il y a eu une amélioration au niveau clinique très, très marquée. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et ça a été reproduit depuis à quelques reprises, donc chez cette population-là, mais également chez des gens qui souffrent de dépression, par exemple, ou qui ont des douleurs chroniques. Et donc, on sait maintenant que le placebo peut produire des changements extrêmement importants au niveau de l'activité du cerveau dans des régions spécifiques. Donc, si les croyances, par exemple, si les attentes, l'espoir n'existaient pas ou n'étaient que simplement le produit d'une activité électrique et chimique, ben, on ne pourrait pas obtenir des résultats comme ceux-là. J'ai une hypothèse à vous soumettre, une question à vous proposer, docteur Mario Beauregard. Cela voudrait-il dire, si j'ai bien compris, que le cerveau est capable d'apporter la maladie, mais il est aussi capable de la supprimer? Quand je dis le cerveau, c'est une image, je ne sais pas, mais le cerveau est connecté avec tous les autres systèmes physiologiques au niveau du corps, là. Par exemple, le système immunitaire, endocrinien, mais oui, les choses partent à ce niveau-là, mais oui, tout à fait. Donc, par exemple, si vous prenez de la psychothérapie, par exemple, c'est une étude qu'on a faite dans notre laboratoire il y a quelques années, chez des gens qui souffraient d'une phobie spécifique aux araignées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une thérapie chez ces gens-là. On les a scanographiés avant thérapie et après thérapie, et on leur présentait, pendant qu'ils étaient allongés dans le scanographe, des images d'araignées en mouvement. Alors, bon, ils ont eu une réaction phobique, panique dans le scanner. Pour la thérapie, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? C'est qu'on a fait venir une spécialiste de l'Insectarium de Montréal pour leur montrer que finalement, ils avaient internalisé durant leur enfance, pour la plupart, toute une série de croyances fausses, non fondées, par rapport à c'est quoi véritablement une araignée, les capacités perceptuelles de l'araignée. Par exemple, l'araignée ne peut pas percevoir à plus de quelques millimètres. Mais souvent, les phobiques pensent que l'araignée les voit même à 1 mètre, 2 mètres, puis qu'elle se dirige vers eux. Ça, c'est totalement faux. Alors, on a fait 4 sessions de thérapie, ce qu'on appelle de restructuration cognitive chez ces patients-là. Puis, on les a scanographiés à nouveau à la fin de la thérapie. C'est visible au scanner? Oui. Et là, ce qu'on a vu, c'est une différence marquée. C'est-à-dire que la thérapie a réussi pour l'ensemble du groupe. On avait une douzaine de participants. Et alors qu'on voyait, lorsqu'on les a scanographiés pour la première fois, des activités très marquées dans les régions du cerveau qui sont associées aux émotions, des régions dont nous parlerons, vous parlerez dans quelques... Mais oui, continuez. Après coup, après la thérapie, ces activations-là étaient complètement disparues. Alors, le simple fait d'examiner et de changer ses croyances par rapport à un animal, oui, mais justement, un événement, entraîne des modifications au niveau de la circuiterie cérébrale et du fonctionnement cérébral. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Alors oui... l'araignée est un être vivant, sympathique, très sympathique, utile. Oui, tout mais à fait. pourrait-on faire la même chose avec un ascenseur? Je pense aux personnes qui ont peur de monter dans un ascenseur. Il y a eu d'autres études et il y a des gens qui ont vu des résultats similaires, mais appliqués à d'autres types de phobies, oui. Et donc, on peut influencer grandement l'état, la physiologie au niveau du corps et également l'état psychologique par la conscience. Cela voudrait dire que toutes les molécules chimiques pourraient être mises, être bootées, être supprimées. Ou modulées. Oui. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a fait une autre étude intéressante, également avec une technique d'imagerie qu'on appelle la tomographie par émission de positons. Et ça permet de mesurer l'activité de certains messagers chimiques dans le cerveau. Dans ce cas-ci, il s'agissait de sérotonine. Alors, la sérotonine s'est impliquée beaucoup dans la régulation de l'humeur. Et on a travaillé avec des acteurs professionnels de la région de Montréal. Ce qu'on leur a demandé de faire, c'est tout simplement d'utiliser du matériel autobiographique, des mémoires,
très, très chargés et provenant de leur vie personnelle. Oui, il me semble avoir lu l'angoisse de l'acteur avant d'être sur scène, c'est ça? Oui, mais eux, dans ce cas-ci, on leur a demandé d'induire soit un état de joie ou de tristesse. Et pour faire ça, ils utilisaient des mémoires donc de leur vie personnelle. Par exemple, l'événement le plus joyeux de leur vie ou l'événement le plus triste. Et c'est des choses qu'ils font de toute façon dans leur métier d'acteur. Ils utilisent, eux, ils sont de l'école de New York, donc l'Actors Studio. Oui. Alors, ils utilisent vraiment du matériel autobiographique pour être capables de ressentir et d'exprimer des émotions. Alors, ils ont fait ça dans l'appareil, le scanner. Et en quelques minutes à peine, soit dans l'état de joie, soit dans l'état de tristesse, on a vu des modifications marquées au niveau de l'activité de la sérotonine. Donc, ça a produit soit une augmentation de la synthèse de la sérotonine dans le cas de la joie, et à l'opposé, une diminution marquée de la sérotonine dans le cas de la tristesse. Les antidépresseurs agissent justement en particulier au niveau de la sérotonine. En augmentant la quantité de sérotonine disponible, par exemple, et là, très souvent, il va y avoir un rehaussement, si on veut, au niveau de l'humeur. Alors, ça montre que simplement par la pensée, on peut modifier l'activité spécifiquement de messagers chimiques dans le cerveau, des messagers chimiques qui sont associés à toutes sortes de fonctions et qui sont impliqués dans la maladie et dans le processus de guérison. Et vous apportez des ouvertures extraordinaires. Ce que ça montre finalement, tout ça, c'est Parce que, mettre à plat, expliquer le pourquoi. Oui. Mais après, ce qui me semble intéressant, c'est comment. Après pourquoi, comment. Oui. Que fait-on? Oui, l'application, l'action. Il faut que ça serve à monsieur, madame, tout le monde. Tout ça, là. Oui, tout à... Donc, on est très intéressé justement par la mise au point de, si on veut, de protocole. Et vous pensez que les laboratoires pharmaceutiques, ô combien puissants dans le monde entier, vont suivre les travaux qui sont les vôtres? Parce que là, ils perdent leur manne, hein? Oui, exactement. Ils perdent de l'argent. Oui, mais nous, notre objectif, finalement, au laboratoire, c'est de libérer les êtres humains. C'est de leur permettre de réaliser leur potentiel ultime, finalement. Parce que toutes ces études-là dont on parle, qu'est-ce que ça montre? Mais ça montre que l'être humain, contrairement à la vision matérialiste, réductionniste, ce ne sont pas des robots biologiques sophistiqués qui sont complètement déterminés par leurs gènes, par leurs neurones, par l'environnement, mais qu'au contraire, les êtres humains ont une très, très grande capacité d'autorégulation puis d'autodétermination des processus physiologiques dans le corps et dans le cerveau. Mario Beauregard, pensez-vous qu'une personne qui vit une dépression sévère est encore dans la capacité de penser? Si je suis votre raisonnement. Oui. On vient justement de terminer un projet de recherche à ce niveau-là pour répondre à cette question-là. Et on a pris des gens qui souffraient de dépression très sévère et qui souffraient de dépression depuis des décennies, dans certains cas, qui avaient utilisé toutes sortes de thérapies pharmacologiques ou autres, et qui n'avaient jamais, qui n'étaient pas arrivés à s'en sortir, donc qui ne travaillaient plus, etc. Puis certains étaient suicidaires. Et on leur a appris à contrôler, par une technique en particulier, qu'on appelle neurofeedback, on leur a appris à contrôler l'activité électrique de leur cerveau. C'est une technique qui permet, on présente par exemple, on met des électrodes au niveau du scalp chez l'individu et on lui montre finalement comment son cerveau est dysfonctionnel, donc dans son état déprimé, et on l'amène à remédier, donc à corriger les patrons dysfonctionnels d'activité dans le cerveau au bout d'un certain nombre de sessions. Je peux vous dire que il y a sur un échantillonnage de 28 personnes qui souffrent de dépression unipolaire, il me semble. Unipolaire et très sévère. Oui. Il y a 22 personnes qui, au bout de seulement 20 sessions d'entraînement, n'étaient plus considérés déprimés sur le plan clinique et certains se sont même retrouvés de l'emploi après une vingtaine d'années d'arrêt. D'autres se sont mis à réaliser des projets auxquels ils pensaient depuis toujours, mais que leurs conditions ne leur permettaient pas de réaliser. Donc, on a montré à ces individus-là qu'ils pouvaient prendre contrôle de leur propre fonctionnement cérébral. C'est une induction, c'est une manipulation de la part
d'hommes comme vous, d'hommes de recherche, de dire, voyez, parce que là ça laisse songer à des manipulations du cerveau qui existent déjà, hein. Mais ça veut dire ce que l'on fait sans être dans le jugement mal pour être vers le bien, vers le mieux-être. Oui, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de manipulation externe. C'est-à-dire c'est un apprentissage. On apprend à l'individu à contrôler l'activité de son cerveau en lui présentant un signal de rétroaction visuelle, par exemple. C'est comme un jeu vidéo. Et là, si il veut être dans une bande de fréquences électrique qui correspond à un état de mieux-être, on lui apprend tout simplement à entrer dans cet état-là. Et donc, c'est l'individu qui prend contrôle de son propre bio-ordinateur, de son cerveau. Alors là, il n'y a pas de manipulation externe, comme par exemple des techniques de stimulation électrique, électrochoc ou des stimulations magnétiques transcrâniennes, par exemple. Dans le milieu de la psychiatrie, cela laisse penser à des découvertes extraordinaires. Oui, et il y a déjà plusieurs psychiatres dans la région de Montréal et aux États-Unis qui sont intéressés par ces approches-là. Même dans la schizophrénie? On n'a pas fait de projet de recherche en schizophrénie, donc je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait aller au niveau de la schizophrénie. Je crois que c'est plus difficile qu'au niveau de la dépression. Donc le cerveau, tant que le cerveau fonctionne, l'homme est vivant. Oui, et l'homme peut influencer de façon consciente et intentionnelle l'activité électrique, chimique, métabolique de son cerveau. L'homme, le cerveau, l'esprit plus fort que la maladie? Dans certains cas, oui. Dans certains cas? Oui. On ne peut pas dire systématiquement toujours. Malheureusement, c'est pas comme ça. Mais bon, il faut faire des recherches aussi pour voir jusqu'où on peut aller dans cette perspective-là, parce qu'on ne connaît pas encore les limites de tout ça. Vous savez comme moi, docteur Mario Beauregard, que beaucoup d'hommes et de femmes se sont guéris de cancer. Oui. J'ai rencontré des individus comme ça, oui. En fait, j'en suis un exemple moi-même parce que il y a quelques années, je souffrais d'un lymphome cutané, d'un cancer. Et j'ai décidé de prendre les choses en main puis de m'auto-guérir, si on veut. Et ça a très bien réussi. Au bout de quelques années, tout est disparu. Puis je suis en rémission depuis 4 ans maintenant. Quand vous dites en rémission... C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lymphome de tache associé à ce cancer. Mais qu'est-ce qui a agi? Le cerveau, la pensée, l'esprit, Dieu? Peut-être tout Ou ça. vous? Et vous aussi? Moi, mais peut-être en union avec tous ces facteurs-là, oui. J'ai fait beaucoup de méditation, de visualisation, fait attention à ma nourriture, par exemple, l'alimentation. J'ai fait de la prière, etc. Donc, probablement que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le cerveau, que connaissons-nous du cerveau? 2%, 3%? Ce dogme concernant les neurones qui est tombé il y a quelques années. Oui. Oui, c'est quelque chose qui était là depuis des années. Plus d'un siècle. Plus d'un siècle, oui. Oui, et soudainement, on se rend compte que oui, les cellules du cerveau peuvent être régénérées. Donc, les neurosciences, c'est une discipline qui est extrêmement récente, toute jeune, par exemple, comparée à la physique ou la chimie. Et je pense que les découvertes les plus importantes sont encore à venir. On en est encore au balbutiement, finalement, dans ce domaine-là. Quelle relation esprit-cerveau et problème de la conscience entre les trois, esprit, cerveau et conscience? Y a-t-il une connexion entre ces trois? C'est une question sémantique aussi, là. Par esprit... Nous, dans notre domaine, on réfère aux fonctions mentales, donc la mémoire, la cognition, attention, perception, etc. Et on peut intégrer la conscience aussi à l'intérieur de ça. Donc, on peut dire que la conscience fait partie de ce qu'on entend par esprit. Maintenant, le cerveau, c'est un système qui est matériel. L'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que la plupart des scientifiques dans mon domaine considèrent que si l'esprit existe, il est impuissant. Il n'a aucun effet sur le cerveau en tant que système matériel. Et il y en a d'autres pour qui, comme par exemple, il y a quelqu'un de très illustre ici, Jean-Pierre Changeux,
qui a écrit L'homme neuronal en 83, pour lui, les manifestations d'esprit, c'est l'autre revers de la médaille cerveau. C'est la même chose. Il y a une identité qu'on appelle psychophysique. Pour moi, avec toutes les données expérimentales que j'ai examinées au cours des dernières années, par rapport, par exemple, à la question des expériences de mort imminente, tout le domaine aussi de la parapsychologie. Vous aviez senti que j'avais envie que nous y revenions à ces expériences de mort imminente, oui. Oui. Ce que ça montre, par exemple, le cas de Palm Reynolds, Van Lommel avait un cas similaire. Ces cas-là et les autres à venir, ce que ça démontre, c'est que la conscience de soi, les émotions, la perception, tout ça peut exister même en l'absence de fonctionnement cérébral. Donc ça remet directement en question la thèse centrale des neurosciences contemporaines, si vous voulez. Et l'expérience de Pim Van Lommel, c'est bien lui, il me semble, qui avait ouvert le crâne d'une patiente à un endroit un peu angulaire. Comment ça s'appelle déjà? Non, ça c'est le docteur Olaf Blanke. Olaf Blanke, elle est remise en cause. Genève. Oui, Genève. Ouais. Oui. Oui, parce que quand il y en a même qui vont plus fort en disant il nous a complètement manipulés. Oui, tout à fait, parce que finalement... Voilà, je cherchais le gyrus angulaire. Oui, c'est le gyrus angulaire, et on se rend compte que j'ai parlé avec un neurochirurgien à Montréal qui faisait aussi ce type d'expérimentation-là dans les années 80, qui a stimulé à cet endroit-là chez des patients avec donc le crâne ouvert, cerveau exposé. Oui. Et il a produit le même genre de phénomène que Blanke. Sauf que ce qu'il me dit, c'est que la personne qui a l'impression de sortir de son corps et de voir son corps, on parle d'autoscopie à ce moment-là, mais c'est une hallucination parce que ces gens-là qui sont dans cet état-là perçoivent parfois uniquement la moitié de leur corps et l'autre moitié est comme ils ne peuvent pas la reconnaître. C'est comme très sombre, les traits du corps ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont en réalité. Donc, c'est une manifestation qui est considérée hallucinatoire. Alors, c'est pas du tout la même chose qu'une expérience hors corps authentique, réelle, où la personne peut rapporter de l'information qui va être confirmée après coup, par exemple. Donc, il y a une nuance importante à faire à ce niveau-là. Vous avez rencontré à Martigues notre Raymond Moody à nous, oui. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui lui est très proche de vos travaux, il me semble. Hein. Oui. Bon, oui, c'est un petit débutant, Jean-Jacques. Hein. Oui. Mais on l'invite à Montréal bientôt. Là, c'est vrai, oui. Cet automne. C'est vrai. Ouais. Mais pensez-vous qu'il risque d'y avoir des frottements entre ceux qui parlent de thèses mystiques, d'expériences mystiques, et parce que là, on vous approchez vers presque l'interdit. Oui. Et je sais qu'il y a des frottements. Oui, c'est certain, puis on peut comprendre pourquoi aussi, mais ce genre de phénomène-là, comme les expériences de mort imminente, ça nous amène... Il y a un aspect qui est plus, si on veut, perceptuel, sensoriel, comme par exemple la composante hors corps de l'expérience. Oui. Donc ça, c'est plus perceptuel. Juste pour ne pas perdre la pensée qui est la mienne là maintenant, c'est beaucoup réfutent cette hypothèse module de Dieu. Oui, tout à fait. Bon, oui. On en reparlera. D'accord. Mais pour la composante hors corps, c'est quelque chose de perceptuel. Donc ça c'est quelque chose qui est plus acceptable. C'est intéressant même pour certains chercheurs, même des chercheurs très matérialistes, comme Blanke par exemple, qui veulent montrer que ça c'est simplement le produit d'une activité un peu anormale au niveau d'une partie du cerveau qu'on appelle le gyrus angulaire. Mais les autres composantes de l'expérience, par exemple, de l'EMI, comme le voyage le long du tunnel, la rencontre avec des parents décédés, des amis, ou même la rencontre avec la lumière, ça, c'est des composantes qui sont plus transcendantales. Et évidemment, ça, on ne peut pas les démontrer ou les infirmer de manière scientifique. C'est au-delà de nos outils. Et là, on doit s'en remettre à ce moment-là au rapport subjectif des individus, des expérienceurs. Donc, c'est ça qui met mal à l'aise plusieurs des scientifiques purs et durs là, qui veulent respecter la méthode. Autrement dit, pour certains, il ne faudrait pas mélanger expérience de mort imminente et religion. Tout à fait. Qu'est-ce qui est gênant pour vous, Mario Beauregard, de mélanger? Est-ce que c'est grave de mélanger, docteur? Est-ce que c'est grave, docteur? Pour moi,
D'abord, pour moi, je m'intéresse plus à ce qu'on appelle spiritualité que religion proprement dite. Donc, j'ai fait un projet de recherche avec des carmélites, mais parce que je m'intéressais donc à l'état d'union mystique avec Dieu. Mais j'en fais un autre projet donc avec les expérienceurs qui ont vécu l'expérience de mort imminente. Et ça, c'est une autre forme d'expérience spirituelle, si on veut. Donc, pour moi, je parle plus de science spiritualité. On doit aller vers ça. Pourquoi? Parce que on a des neurosciences qui existent depuis près d'un siècle. Il y a une sous-catégorie qu'on appelle neurosciences cognitives, par exemple. Oui. On s'intéresse à la cognition, donc perception, l'attention, etc., le langage, la mémoire. C'est important parce que c'est des composantes importantes chez l'être humain. Depuis une dizaine d'années, on parle de neurosciences affectives, donc qui concernent les émotions. Mais les neurosciences que j'appelle maintenant spirituelles, c'est très, très important aussi. Pourquoi? Parce que la spiritualité fait partie de l'histoire humaine, a existé de tout temps à travers toutes les cultures et ça continue même aujourd'hui. Et c'est quelque chose de majeur pour l'être humain. Et donc, en ce sens-là, pour moi, ça justifie d'étudier ce domaine-là. Et je suis pas seul à penser ça, parce qu'il y a de plus en plus d'autres chercheurs qui étudient également ces questions-là, comme par exemple un de mes collègues, Andrew Newberg à Philadelphie, qui a publié le livre Why God Won't Go Away il y a quelques années. Les travaux de Dr Jean-Jacques Charbonnier se rapprochent des vôtres. Exactement. Et on est de plus en plus nombreux. Il y a aussi le Dr Richard Davidson au Wisconsin qui travaille avec les moines bouddhistes et avec l'aval du Dalai Lama. Donc, il y a un moine français qui est un ancien généticien, Mathieu Ricard, par exemple, qui participe aux études du groupe de Davidson. Et donc, il y en a de plus en plus. Moi, il y a des étudiants, je reçois des demandes du monde entier, qui sont passionnés par ces questions-là, puis qui veulent venir dans mon laboratoire à Montréal pour faire des recherches à ce niveau-là. Par exemple, il y a quelqu'un ici, un Parisien ici, qui veut venir faire bientôt dans mon labo un stage de recherche de 6 mois pour étudier l'impact de la méditation zen sur les régions du cerveau qui traitent l'information émotionnelle. Tiens, justement, alors attendez, parce que là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que la joie et la tristesse passent par les mêmes canaux cérébraux? Les mêmes régions. Ou les mêmes régions. Les mêmes régions sont impliquées. Mais au niveau, qu'est-ce qui distingue, c'est les hormones et les messagers chimiques qui sont associés. Donc, ils sont différents. Développer. Par exemple, l'expérience avec les acteurs professionnels dont je parlais tout à l'heure. Oui. On étudiait la sérotonine, donc qui est très importante au niveau de la régulation de l'humeur. Dans un cas, la joie, on voit une augmentation des niveaux de sérotonine dans le cerveau, alors que dans la tristesse, assez marquée, profonde, on va voir une diminution donc de la production de sérotonine. Et il y a également d'autres messagers chimiques qui sont impliqués, mais qui sont impliqués de manière différentielle. Donc. Mais pour l'ensemble des émotions humaines, des émotions positives ou négatives, c'est les mêmes régions qui sont impliquées parce que ça fait du sens au point de vue évolutif. C'est plus économique que ça soit comme ça. Et pour vous, les émotions, vous, le Canadien, la colère est une émotion, la peur est une émotion? Oui. Et s'il n'y avait qu'une seule émotion dans laquelle seraient contenues toutes les autres, ce serait la peur. Et la peur de la peur. Oui, il y a des théoriciens dans le domaine des émotions là, qui proposent qu'en fait, qu'il existe simplement deux émotions, deux réactions. C'est-à-dire, on parle de valence à ce moment-là, donc émotion à valence positive versus émotion à valence négative. Et l'émotion à valence positive serait très rapprochée de ce qu'on appelle l'amour, alors que la négative serait rapprochée de la peur. Donc, ça s'approche un peu de votre idée. Vous êtes à Paris pendant quelques jours. Vous allez revenir régulièrement, j'espère. J'espère aussi. Je vais vous rejoindre au Canada au mois de septembre ou octobre. Il en est très question au mois d'octobre peut-être. En octobre, oui. Avec Gilles Berda. Oui. Gilles, quelques mots sur Gilles, qui est un homme passionnant. Ah oui, tout à fait. Je l'ai rencontré il y a 3 ans à Montréal. J'étais allé à une conférence, la conférence annuelle de ce qui s'appelle International Association for Near-Death Studies, IANDS,
Dans le Québec, oui. Oui. Et donc, j'ai rencontré Gilles et Gilles a vécu une expérience vraiment extraordinaire. Et ça a transformé sa vie. C'est une expérience là, qui est survenue il y a 30 ans, son EMI. Et il était très intéressé par la recherche donc à ce niveau-là, parce qu'il y en avait pas beaucoup. Bon, ça commence. Et donc, on s'est rencontrés, puis on a décidé de mettre sur pied un projet, le projet dont je vous ai parlé tantôt. Donc, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau chez des expérienceurs, mais des expérienceurs qui disent être en contact avec, toujours en contact avec la lumière. Et c'est un projet qu'on a réalisé ensemble. C'est un projet d'ailleurs qui a apparu dans plusieurs documentaires donc, qui ont été réalisés par l'Office national du film du Canada, mais également Discovery Channel aux États-Unis. C'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention. Et là, on termine le projet ensemble et puis on va avoir les résultats dans quelques mois. Alors, j'aurai l'occasion de présenter pour la première fois les résultats du projet lors de la rencontre sur les EMI à Montréal en présence de Dr Charbonnier, vous-même et plusieurs autres. Donc, ça va vraiment être très, très intéressant. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier, beaucoup de journalistes qui attendent avec impatience de savoir comment ce qu'on a observé, ça se compare avec ce qu'on avait mesuré chez les carmélites en état d'oraison. Y a-t-il une capacité thérapeutique à nous guérir nous-mêmes? Moi, je suis... Et quand je dis pouvoir, quand je dis pouvoir, je le dis avec toute la justesse que cela peut prendre. Oui. Avons-nous, en nous-mêmes, cette capacité thérapeutique de pouvoir guérir? Moi, je suis convaincu de ça. Oui. Mais je vous en prie, répondez plus complètement, docteur. J'ai rencontré au fil des années plusieurs individus donc qui souffraient de maladies importantes, de cancer par exemple et tout ça. Moi-même, j'en suis un exemple. Et qui ont été capables d'arriver à une rémission totale, puis une guérison finalement à long Oui, mais terme. certains vous diront, mais vous avons bien écouté le début de l'émission, vous, Mario Beauregard, médecin, docteur, chercheur, vous avez vécu des expériences que nous n'avons pas vécues. Oui. Hein? Et là, nous ne sommes peut-être pas égaux. Oui, mais il y a des gens qui étudient un domaine qu'on appelle psychoneuroimmunologie. Oui. Donc, c'est les relations finalement entre les facteurs psychologiques et le cerveau et l'activité du système immunitaire, du système endocrinien, par exemple. Alors, il y a eu plusieurs études réalisées dans les 2 dernières décennies qui montrent qu'on peut apprendre à des gens ordinaires, donc pas des mystiques du tout, là, et pas des moines experts en méditation. Pas des prix Nobel. Non, non plus. On peut leur apprendre à utiliser des techniques, par exemple, de méditation, des techniques de visualisation, d'imagerie mentale, pour agir au niveau de leur maladie. Et ce qu'on voit, c'est que ces techniques-là peuvent être très, très efficaces et mènent très souvent à des rémissions complètes dans des cas de maladies très sérieuses. Donc, il est évident qu'il y a un potentiel curateur important qui existe en chaque individu. Mais il faut que les individus, par contre, pour mettre à profit ces capacités-là, il faut qu'ils apprennent à utiliser les outils qui vont leur permettre justement de faire ce genre de travail-là thérapeutique. Quel est le regard qui est le vôtre sur la génétique, qui englobe tout et qui ne veut pas dire grand-chose? Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en France il y a un mois et demi, sur le génétiquement responsable, potentiellement dangereux. Est-ce que vous partagez cette vision? Au niveau des recherches en génétique? Au niveau des recherches en génétique, oui. En termes de manipulation, oui. Oui, moi je pense qu'il faut y être très prudent au niveau de ce type de manipulation-là, parce qu'on pourrait faire des choses qui pourraient nous éclater au visage éventuellement. Est-ce que nous naissons potentiellement pédophiles ou pédérastes ou assassins? Est-ce que nous naissons avec cela inscrit en nous, dans notre cerveau ou ailleurs? Ça, c'est très, très controversé, ces choses-là, parce que, il y a, disons, 20 ans ou 10 ans, c'est ce qu'on affirmait haut et fort, là, les généticiens. Mais aujourd'hui, on commence à avoir une certaine distance par rapport à ces thèses-là. Donc, les généticiens, dans leurs études, se rendent compte que les traits, ce qu'on appelle des traits, par exemple,
les comportements sont associés non pas à un seul gène, mais à des milliers de gènes en interaction. Et ces gènes-là sont exprimés ou non, dépendamment des conditions de l'environnement dans lequel on est élevé, dans lequel on grandit. Et c'est très complexe parce qu'on est aussi en train de se rendre compte que les facteurs psychiques peuvent moduler l'expression de certains gènes au niveau de l'organisme. Donc, moi, je ne suis pas du tout en faveur de la thèse du déterminisme génétique fort. Donc, je pense qu'on a une capacité d'influence importante au niveau de l'expression des gènes. Donc, je ne crois pas que quelqu'un va naître de façon absolument déterminée, comme pédophile, par exemple. Oui, par exemple, c'est un exemple qui a été un sujet qui a été très d'actualité en France pendant la campagne électorale. Oui. Hein. Les recherches qui sont les vôtres, au fond du fond, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Oh, différentes choses. Bon, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'être humain n'est pas un robot biologique complètement déterminé justement par ses gènes, par les neurones du cerveau, par les messagers chimiques, etc. Qu'au contraire, on a une très grande capacité d'influence à ce niveau-là. Je veux aussi examiner les configurations neurobiologiques qui sont associées à des expériences transcendantes. Pourquoi? Parce que on sait, il y a de plus en plus d'études qui sont faites qui montrent que les gens qui vivent des expériences spirituelles de différentes sortes, ça a des effets extrêmement bénéfiques au niveau du fonctionnement de l'organisme. Ça a des effets bénéfiques sur le plan psychologique pour l'individu, mais aussi et surtout, ça a des effets très positifs pour l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire que les gens qui vivent ces expériences-là vont devenir en général beaucoup plus tolérants, beaucoup plus aimants. Ils sont capables d'empathie, de compassion et tout ça. Donc, un des objectifs du laboratoire, c'est de trouver des outils, des façons d'amener finalement monsieur, madame, tout le monde à atteindre ce genre d'état-là pour avoir un impact plus global au niveau de la société. Et les travaux de Gilles Bédard, musicologue, musique contemplative, vous pensez aussi que la musique a une action calmante sur notre esprit, sur notre cerveau, sur notre corps, enfin sur notre conscience? Il y a eu déjà plusieurs études à ce niveau-là. Les effets dépendent du type de musique. Donc, si vous utilisez, par exemple, vous présentez aux gens du heavy metal, ça va entraîner plus de perturbations au niveau du système nerveux que d'être bénéfique. Mais si vous utilisez les musiques... Que certains groupes savent très bien utiliser pour une manipulation mentale. Oui, oui, tout à fait. Mais si on utilise le genre de musique que Gilles Bédard utilise à Montréal, des musiques créées par des compositeurs visionnaires comme Steve Roach, par exemple, en Arizona, moi, j'ai pu observer dans certains groupes avec Gilles, que ça produit des effets très apaisants, mais aussi des effets très puissants en termes de transformation sur le plan de la conscience. Donc, c'est une approche qui, potentiellement, là, est très, très intéressante pour le futur. Avez-vous vu plus exactement le film Orange Mécanique? Oui, j'ai vu ça. Qui a été rediffusé sur une chaîne de télévision il y a très peu de temps. Ah oui. Vous savez, Beethoven, la musique qui remonte, ces scènes quasiment insoutenables d'écarteurs de paupières. Et cet homme, est-il bon, est-il méchant, est-il dangereux? À ce moment-là, c'est un choix de société. Évidemment, il y a un aspect très, très subjectif là, au niveau de la détermination des règles qui font qu'on va considérer les individus comme bons, comme méchants, comme dangereux, etc. Et ça varie d'une société ou d'une culture à l'autre aussi. Peut-on imaginer, dans un excès de paranoïa, pouvoir être manipulé par... vous avez entendu parler des maîtres du monde? Ah oui, comme les sociétés les Illuminati, par exemple, oui. Bilderberger. Exactement, oui. J'ai pas vraiment... j'ai lu un petit peu à ce sujet-là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça est juste ou pas. Il est très difficile d'avoir de l'information qui n'est pas biaisée par rapport à ces questions-là. Avez-vous vu une carte d'identité française? Non. Eh bien, savez-vous qu'il a été découvert au niveau du chakra
de la gorge une puce minérale qui pourrait permettre de manipuler des foules. Ah bon, ça c'est... Vous ne saviez pas? Non, pas du tout. Le projet HARP, vous le connaissez? Ça, j'ai entendu parler C'est de ça. au Canada, il me semble, HARP, ou c'est en Alaska. en Alaska, oui. Oui, ça j'ai entendu parler de ça. Mais je ne sais pas jusqu'où le gouvernement américain est rendu là, par rapport à ça. On parle de projets noirs là, aux États-Unis, évidemment, puis de gouvernements invisibles. Mais c'est ça, comme je dis, c'est difficile d'avoir de l'information juste et de ne pas sombrer justement dans le délire dans la paranoïaque. Oui. Mais qu'il y ait de la manipulation à haut niveau à travers le monde, ça ne me surprendrait pas du tout. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer ce qu'on appelle des sujets psy qui peuvent induire, voire à distance? Est-ce que ces travaux-là vous intéressent? Ça m'intéresse beaucoup parce que ce que ça démontre, justement, c'est encore l'aspect non local de la conscience par rapport au cerveau. Donc, on peut agir et on peut aller chercher l'information à distance, mais on peut également agir à distance. Des expériences qui ont été faites, par exemple, par un chercheur américain qui s'appelle Dean Radin, de l'Institut des sciences noétiques, où des sujets doués devaient influencer ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires qui produit, c'est basé sur des principes de mécanique quantique, et ça produit, c'est comme une espèce de flipper électronique, là. Ça produit soit des 0 ou des 1. C'est un code binaire. Et là, on demande au sujet, par exemple, tu vas faire en sorte que tu vas t'éloigner de la courbe moyenne normale qu'on s'attend, donc 50% 0, 50% de 1, et tu vas produire, par exemple, plus de 1 que de 0, ou vice-versa. Ben, il y a plusieurs études qui ont été faites, des centaines d'études en fait. Et on s'est cet homme aussi qui fait agir un robot avec des poussins ou inversement. Vous connaissez tous ces travaux, oui. Oui, exactement. Et je les intègre d'ailleurs dans le livre, mon livre, The Spiritual Brain. Je vais en parler d'ailleurs dans la conférence que je vais donner à la Sorbonne. Ça va peut-être scier certaines jambes. Mais c'est des trucs qui ont été faits de façon impeccable au niveau expérimental. Donc, et c'est très important parce que, encore une fois, ça remet en question la thèse matérialiste, réductionniste, là, de l'esprit qui est simplement produit par le cerveau, par l'activité électrique ou chimique. Parce que les travaux de Radin, par exemple, ont montré que les individus peuvent agir même à 2000 km de distance sur ces générateurs-là en produisant l'effet désiré. Donc, alors, il est clair que c'est quelque chose de très important. Et oui, ça m'intéresse. Je n'ai pas fait de recherche moi-même à ce niveau-là, mais je connais personnellement certains individus qui ont des capacités psy. Et j'ai pu observer, donc, qu'ils sont vraiment capables d'aller chercher l'information autrement que par leur sens, par exemple. Donc, je sais que c'est quelque chose qui existe véritablement. Mais où se situe la conscience à ce moment-là, dans cette condition-là? Où est-elle, la conscience? On dit conscience délocalisée, mais où est-elle? Ben, la conscience, c'est un concept, c'est-à-dire c'est de la sémantique. Ça n'existe pas véritablement. Ça n'occupe pas de place dans l'espace et c'est pas localisé non plus dans le temps. Je veux dire, c'est lorsque je parlais tout à l'heure d'une espèce de la source de tout, qui est comme une espèce de champ unitaire à partir duquel tout émerge, ben la conscience, ça fait partie de ça pour moi. Mais on ne peut pas localiser ça ni dans l'espace, ni dans le temps. Donc, vous pouvez étudier le cerveau, le système nerveux toute votre vie. Oui. Vous pouvez disséquer, vous pouvez utiliser des scanners, faire tout ce que vous voulez, stimuler. Vous ne trouverez jamais la conscience dans le cerveau. C'est une bonne nouvelle alors. Tout à fait. Ça offre beaucoup d'espoir pour le futur. Et que pensez-vous de la psychokinèse, du magnétisme? Qu'en pensez-vous, vous, docteur? Pour la psychokinèse, j'ai étudié la question, là. Et je suis convaincu, il y a beaucoup d'analyses statistiques qui ont été faites à partir de plusieurs centaines d'études. On parle de méta-analyse à ce moment-là. Et c'est clair que c'est des phénomènes qui existent véritablement, mais qui sont refusés systématiquement par des scientifiques matérialistes, très orthodoxes, parce que ça n'entre pas dans leur vision du monde. Alors, parce que ça n'entre pas dans leur vision du monde,
ils vont rejeter en bloc tous ces phénomènes-là. Mais les données expérimentales existent. Dean Radin, pour y revenir, a écrit un livre extraordinaire en 1995, The Conscious Universe. Et là, il vient d'en sortir un autre qui s'appelle Entangled Minds, ça veut dire esprit enchevêtré. Et il montre vraiment de façon magistrale que tous ces phénomènes-là existent et que il y a des centaines et des centaines d'expériences de laboratoire qui ont été faites dans des conditions rigoureuses à travers le monde depuis près d'un siècle maintenant. Et ce déterminisme, quand on entend parler de ces scientifiques, c'est le mot pur et dur. Dur, oui, pur, peut-être pas vraiment. Mais pourquoi autant d'incrédulité? Parce que l'homme risquerait de découvrir. Quelle serait la découverte de l'homme? Que découvrirait-il de lui? La découverte la plus importante, ce serait de réaliser que finalement, qu'il est connecté à l'ensemble de l'univers, qu'il fait partie de l'ensemble de l'univers et qu'il n'y a pas de séparation radicale entre son corps, donc sa matière, son cerveau, et tout le reste de ce qui existe dans l'univers, tous les autres êtres humains, les végétaux, les minéraux, etc. Donc c'est une nouvelle révolution copernicienne, finalement, tout ça. Et moi, je vois qu'on se dirige vers ça. D'ici quelques décennies, je suis convaincu qu'on va y arriver. C'est une question de temps. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, plus près des étoiles, avec le docteur Mario Beauregard. Et puis la synchronicité fait que juste à côté de Mario vient d'arriver Jean Stone. Bonjour Jean. Bonjour. Content de te voir, de te rencontrer. Habitué des émissions avec Didier Deplège. Tout à fait. Alors, vous deviez vous rencontrer. Mario Beauregard est à Paris pendant encore quelques jours. Mais pourquoi ce besoin de rencontrer? Comment vous êtes-vous rencontrés? D'abord, Mario est à Paris parce qu'il est invité pour une conférence de l'Université interdisciplinaire de Paris, dont je suis l'un des membres fondateurs et secrétaire général, qui aura lieu donc à la Sorbonne, pour expliquer sa vision de la conscience. En fait, nous nous sommes rencontrés il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi pour un premier séminaire où je l'avais invité à présenter devant des neurologues français, mais aussi des moines. C'est une chose un peu originale. C'est une interaction entre des scientifiques et des religieux qui s'appelle le projet Nouveau Regard. Et donc je l'avais invité à présenter donc devant à la fois des théologiens, des prêtres catholiques, des moines bénédictins et un certain nombre de personnalités scientifiques françaises, donc ces idées. Et je pense qu'évidemment les idées de Mario sont très importantes, vous avez dû en discuter longuement, pour justement donner une vision non matérialiste de la conscience dans un domaine où les matérialistes sont extrêmement dominants, et il fait partie, je dirais, des jeunes chercheurs porteurs d'avenir qui ne se contentent pas de dire des choses, mais qui essaient de le montrer dans un domaine où c'est très difficile, avec justement des expériences scientifiques publiées dans des revues à référer, donc par un travail, je dirais, de sciences normales, pour essayer d'étayer une vision non réductionniste, voire non matérialiste de la conscience. Un nouveau livre, Notre existence a-t-elle un sens? Presse de la Renaissance. Nouveau livre. Tu vas être invité prochainement dans l'émission du mardi soir qui est produite et animée par Didier Deplège. Oui, en fait, justement, c'est un livre qui est divisé en 4 grandes parties sur qu'est-ce que le réel, c'est-à-dire l'analyse de la matière et de la physique quantique, sur l'astrophysique de d'où venons-nous, où allons-nous, sur les questions d'évolution de la vie, sommes-nous ici par hasard, et la dernière partie s'appelle Qui sommes-nous? Et dans cette partie, je présente les thèses de toute une série de scientifiques, dont celle de Mario Beauregard, et après je présente des expériences qui vont dans le sens d'une vision non réductionniste de la conscience. Donc c'est le lien avec cette présence et cette émission autour de Mario, c'est que justement mon ouvrage, l'un des 4 piliers de mon ouvrage est la tentative de montrer que l'esprit humain ne se résume pas à des mécanismes neuronaux, et j'emploie aussi un argument assez indirect mais assez fascinant qui est le contact entre l'esprit humain et le monde des objets mathématiques, c'est-à-dire le fait que les grands mathématiciens prétendent et affirment être en contact avec un monde des objets mathématiques, et j'y vois une première indice tout à fait rigoureuse et sérieuse pour montrer que l'esprit humain peut être en contact avec d'autres ordres de réalité. Dans cette phrase, d'où venons-nous, que faisons-nous, où allons-nous, j'ai envie de rajouter, mais pour qui nous prenons-nous?
Oui, justement, toute la question est de savoir. D'abord, effectivement, c'est pas parce que on affirmerait, par exemple, que le but de l'évolution est d'arriver à des êtres pourvus de conscience qu'il faudrait faire de l'homme quelque chose d'unique dans la création. Je vois bien ce qu'il y a derrière la question. Comme dirait un certain nombre de tenants de ce principe qu'on appelle principe anthropique, de anthropos, l'homme, n'importe quel être intelligent vivant dans la galaxie, pour l'instant on connaît que nous, mais n'importe quelle espèce intelligente serait aussi légitime que nous à prétendre que le développement de l'univers a été poussé dans la direction de son existence à elle. Hein. Donc l'idée que effectivement l'univers est en quelque sorte préprogrammé pour que quelque chose de conscience s'y développe n'est pas une vision qui concerne uniquement l'être humain, mais n'importe quel potentiel être existant dans l'univers. Maintenant, je pense profondément que l'existence de la conscience n'est pas un épiphénomène. Je pense que Mario sera d'accord avec cela, que c'est pas un épiphénomène, qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme, par exemple, et la souris, sans parler de la mouche, et que le développement de la conscience dans l'univers est quelque chose de significatif, et le fait qu'il y ait sur une planète comme la nôtre des êtres pourvus de conscience est en soi quelque chose qui nous renseigne sur la nature même de l'univers, d'où le titre de mon ouvrage, notre existence a-t-elle un sens, c'est pas notre vie a-t-elle un sens. Notre existence. Voilà, oui. notre vie c'est le sens qu'on a de l'amour de nos enfants, de notre travail, n'importe quoi, on peut trouver un sens à sa vie. Mais l'existence, le fait que nous existions comme êtres pourvus de conscience, je pense que c'est quelque chose de profondément signifiant. Une question me hante depuis des années, mais pas une question existentielle, quoique. Nous sommes tous présents, ici et maintenant, et nous allons tous disparaître. Nous allons tous mourir. La Terre s'en remettra, elle. Oui. Parce que nous l'abîmons beaucoup, la Terre. Oui, et alors, so what? Alors ce que je voudrais dire, t'entendre dire, mais tu dis ce que tu as envie de dire, nous allons mourir, mais la Terre, elle s'en remettra de notre mort. Elle ne mourra pas. Non, là, je serais content d'avoir l'avis de Mario là-dessus, mais d'abord, je vais raconter une anecdote. J'ai rencontré un jour le responsable du jour de la Terre. C'est un écologiste américain, et je lui dis, écoutez, vous voulez préserver la planète. Mais à quoi ça sert, bon sang de bonsoir? Dans 4 milliards et demi d'années ici, il n'y aura pas une bactérie, il n'y aura pas un brin d'herbe, il n'y aura pas un seul truc de vivant, il y aura une température de 800 degrés, le soleil aura explosé en géante rouge et il n'y aura plus rien. Alors, fondamentalement, cher monsieur, quelle différence ça fait que la Terre disparaisse dans un siècle, dans 1000 ans ou dans 4 milliards d'années? Et le gars, fondateur du jour de la Terre, grand écologiste, il n'a pas su me répondre, il a dit, et vous, c'est quoi votre réponse à la question? Et je lui ai dit, écoutez, moi, je suis spiritualiste, je suis croyant, je pense qu'il y a un autre ordre de réalité, je pense que la Terre est un endroit où il y a des chenilles, et que les chenilles deviennent papillons. Et que donc, plus on préserve un endroit pour que les chenilles existent, plus on a de chances d'avoir des papillons. Donc la Terre n'est pas à préserver pour elle-même, mais parce qu'elle est un point de passage, une porte entre ce qui est notre monde et quelque chose d'autre. Et parce qu'elle est un endroit où les chenilles peuvent devenir des papillons. Et donc pour moi, la préservation de l'environnement et de la Terre, elle a de sens, justement, uniquement qu'en fonction du fait que la Terre héberge la vie et héberge des êtres capables d'aller vers la conscience. Pas seulement les hommes, peut-être un jour les dauphins ou d'autres, mais en tout cas des êtres pourvus de conscience. Donc voilà ma réponse à la question de la préservation de la Terre. Et bien sûr, cette réponse n'a de sens que dans le sens où on imagine qu'il existe une vie après la mort. Et c'est là où je crois savoir, vous avez sans doute déjà dû en parler, que Mario est en train de faire des recherches sur les expériences d'approche de la mort. Et donc je voulais le relancer sur ce sujet. Ouais. Ben, c'est ce à quoi je faisais référence. Nous avons parlé pendant un long moment, oui, Mario. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on a formé un consortium international de chercheurs avec Sam Parnia, Peter Fenwick, Pim Van Lommel, Bruce Grayson aux États-Unis. Et la fondation Fetzer serait intéressée à subventionner ce projet-là. Et ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de ce projet-là, c'est d'étudier les EMI, mais chez des gens qui doivent passer par un arrêt cardiaque, donc dans le cadre de procédure chirurgicale, oui. Et on va, par exemple, positionner des cibles électroniques en mouvance, à différents endroits dans la salle de chirurgie, mais également dans les salles adjacentes et tout ça. C'est absolument fondamental. Et on va monitorer aussi l'activité physiologique du cerveau. Donc, et là, on veut, un peu comme dans le cas de Pam Reynolds, mais Pam Reynolds, c'est anecdotique, mais dans ce cas-ci, il s'agit d'un projet de recherche, là, donc c'est expérimental.
Et on veut vérifier si on peut pas démontrer le caractère véridique des perceptions hors du corps, mais lorsque le cerveau ne fonctionne plus. Ouais. Et donc, si on arrive à faire ce genre de choses, on n'aura pas prouvé dans l'existence d'une vie après la mort, mais on aura prouvé la très forte probabilité que l'esprit humain ne se résume pas à la matière et peut éventuellement se séparer de son corps, entre autres au moment d'une approche de la mort, ce qui serait déjà très important. Donc, c'est pour ça que je pense que la réponse à cette question nécessite en fait, comme je le dis dans mon livre également au chapitre 15 quand je parle des mathématiques, Kurt Gödel, le grand mathématicien, avait un argument très fort. Il disait, c'est un argument sympa, mais il disait, voilà, en fait, on voit bien que l'homme a un potentiel énorme et que ce potentiel est fait pour beaucoup plus qu'une seule vie. Et que donc, ça donne ça donne une crédibilité à l'idée que justement, tout ne se finit pas avec la mort. Si d'autant plus, on peut montrer que la conscience n'est pas uniquement un phénomène produit par les neurones. Je me plains souvent de ce manque d'audace des scientifiques à aller vers une autre façon de chercher. Parce que chercher, il y en a beaucoup qui cherchent. Combien trouvent? C'est une phrase de Gaulle. Hein. Combien trouvent? Des chercheurs, on en trouve, mais ceux qui trouvent, on en cherche. Non, mais le problème dans ce domaine, Marie le connaît bien, c'est le problème de ce qui peut être publié dans la communauté scientifique. Oui. Oui, exactement. Alors évidemment, il y a des études passionnantes sur la NDE faites par le docteur Sabom qui a tenté justement de montrer la réalité de la sortie du corps lors d'une NDE et il n'a jamais réussi à le publier, c'était il y a 30 ans, mais bon, il l'a publié dans des revues qui ne sont pas des revues de référence et ça c'est un grand problème. Donc je souhaite bonne chance à cette étude de Mario en disant, pour l'anecdote, que ça fait 20 ans que j'avais dit au conseil scientifique de Jans France que le plus important était de faire des tests au moment de la NDE otoscopique, c'est-à-dire de montrer, encore récemment, on a eu des témoignages, Sonia Barkala a fait un colloque remarquable auquel Mario a participé, et il y avait des témoignages de gens qui ont décrit, par exemple, ce qui avait marqué sur une plaque en métal qui était fixée sous le lit de l'opération. Jean Morzel, oui. Voilà. Alors, face à ça, il n'y a que deux réactions, c'est-à-dire, ou c'est vrai, et dans ce cas, la NDE montre bien qu'on peut faire une sortie du corps, ou ce sont des témoignages qui ne sont effectivement, les scientifiques vous diront, même les scientifiques ouverts, vous diront que ce sont des témoignages qui ont été recueillis a posteriori dans des conditions qui ne sont pas rigoureuses, que c'est peut-être l'infirmière qui aurait mentionné ça pendant que le type était au moment du réveil, et qu'on n'a pas une preuve absolue. Et c'est vrai, en tant que scientifique, Mario sait mieux que moi et très bien ce que c'est qu'un protocole expérimental, et donc tous ces témoignages n'ont pas été recueillis dans des protocoles expérimentaux, je dirais, suffisants, même si, à mon avis, il y a tellement d'indices qu'on a déjà l'idée que ça devrait marcher. Mais qu'est-ce qui vous empêche de renouveler ces protocoles? Alors, justement, c'est ce que Mario aurait tenté de faire, mais si ça n'a pas été fait pour l'instant, c'est pour trois raisons en fait. Un, c'est manque de moyens. Deux, c'est la peur des scientifiques du ridicule. Sam Parnia, dans sa première enquête, par exemple, quand il a fait sa première tentative avec des moyens ridicules et avec des protocoles qui n'étaient pas suffisants, déjà il y a eu des appels à tout l'hôpital en demandant s'ils étaient devenus fous dans l'hôpital de Manchester parce qu'ils voulaient expérimenter sur la vie après la mort. Bon, il y a une pression psychologique terrible. Et après, il y a la difficulté d'arriver à publier dans des articles, pour que ce soit reconnu, à publier dans des revues scientifiques. Donc voilà. Donc Mario a déjà publié sur des carmélites en méditation, mais là ce sera encore plus dur si les résultats sont positifs. Ce sera encore plus dur d'arriver à publier ça dans Behavioral and Brain Science ou The Lancet ou... Bon, mais enfin, on peut espérer. Van Lommel a publié aussi. Oui, mais il faut savoir, on est coincé entre, je dirais, des fanatiques matérialistes d'un côté et un certain nombre de lunatiques qui sont persuadés que ça y est, la démonstration est faite, les choses sont faites. De toute façon, il y a un autre monde. Alors que tout reste à faire ou presque. Ouais, tout reste à faire. J'essaie de montrer dans mon ouvrage, là, notre existence est la naissance, donc auprès de la Renaissance, j'essaie de montrer justement l'état des lieux existants dans tous les domaines, que ce soit la physique, l'astrophysique, les neurosciences, l'évolution de la vie, les mathématiques, tout ce qui tient la route. Tout ce que vous pouvez arriver sur le champ de bataille contre le scientisme en levant bien haut, en quelque sorte, les arguments en question et en disant, bon, vous pouvez tirer dessus, ça résiste aux balles, même si il y aura des balles dans tous les cas, il y aura beaucoup de balles, mais ça résiste aux balles. Tandis qu'un certain nombre de choses, y compris les témoignages de NDE ou d'autres récoltés comme cela, ne résistent pas aux balles, entre guillemets, de la classification scientifique, et c'est quelque chose dont il faut être conscient, même si les exemples comme ceux de Pam Reynolds dont a parlé Mario et d'autres sont suffisants pour montrer qu'il devrait y avoir quelque chose là et que c'est un scandale que ces expériences n'aient pas été faites depuis déjà 20 ans, et si elles n'ont pas été faites, c'est justement pour des raisons de ce que j'appelle moi l'obscurantisme scientifique, c'est-à-dire de même que l'obscurantisme religieux interdisait d'imaginer qu'il y avait des satellites autour de Jupiter à l'époque de Galilée. Révolution copernicienne, voilà. A dit Mario Beauregard. Bien sûr, je dis la même chose. Je dis mon livre est là pour présenter
présenter les éléments d'une nouvelle révolution copernicienne. Et Mario est un des membres de cette nouvelle révolution copernicienne, donc je le salue. Il n'est pas le seul, heureusement. Il y en a des dizaines, mais il faut savoir qu'ils sont minoritaires, entre autres dans le domaine des neurosciences, spécialement dans le domaine des neurosciences, ce qui rend encore plus précieux l'existence de Mario, qui, comme les gens de la radio ne peuvent pas le voir, sauf s'ils ont l'internet et la caméra, qui est un jeune homme, et donc, enfin, un homme encore très jeune, par rapport justement aux scientifiques qui sont dans ce domaine et qui en général sont déjà en fin de carrière, qui s'intéressent à ça quand ils ont plus de 65 ans et quand ils ont déjà assuré leur carrière scientifique. Jean Stone, tu seras prochainement l'invité de Didier un mardi soir pour présenter ton livre « Notre existence a-t-elle un sens ?» aux presses de la Renaissance. Tout est en sens. Il n'y en a aucun interdit. Mais pour terminer cette émission, je sais que vous avez beaucoup d'occupations tous les deux, vous demandez à l'un et à l'autre de nous dire qu'est-ce que la spiritualité. Pour Mario? Pour moi, spiritualité, c'est tout le ressenti et puis c'est la connexion avec la source de tout dans l'univers. Et ça c'est une définition qui, au fond, vient de mes propres expériences. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de mes expériences spirituelles dans l'enfance et comme jeune adulte. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ce contact-là et puis cette communion-là avec la source de tout ce qui est, finalement. Et pour toi, Jean? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est l'idée, il y a deux positions sur la réalité ultime, celle qui est au-delà du temps et de l'espace, et dont on peut montrer par la science qu'elle existe. Soit cette réalité est banale, c'est une chose, c'est un truc qui n'est pas important et nous devons construire le sens de notre vie en dehors d'elle. Soit cette réalité ultime est quelque chose, c'est un être, quel que soit le nom qu'on lui donne. Je ne parle pas ici d'un Dieu personnel, c'est plus vaste, ça peut être un Dieu personnel judéo-chrétien, mais c'est un être, et dans ce cas-là, le sens de la vie, c'est d'essayer de nous rapprocher ou d'entrer en contact avec cet être, et donc la spiritualité, si on fait ce pari que je fais, que Mario fait, que la réalité ultime n'est pas banale, que la réalité ultime est un être, quelque chose qui compte et non pas une chose, si on fait ce pari, la spiritualité, effectivement, c'est le point de contact entre l'esprit de l'homme, le point qui, au sommet de l'esprit de l'homme, peut